Donc dans cet atelier, on va se présenter toutes les trois, comme ça vous saurez à qui vous avez affaire. Et ensuite, on commencera donc notre atelier Palestine, militer en France à contre-courant sur les lieux de travail, d'études et dans les quartiers. Vous direz pour la traduction si on va trop vite, si ça ne le fait pas. Donc moi, je suis Armelle Pertus, je suis enseignante dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, et membre du CE, du comité exécutif. Bonjour, bienvenue à votre premier atelier des RER de cette année. Moi je m'appelle Hortense, je suis étudiante à Tolbiac, donc à Paris, et militante au NPHL. Bonjour, je m'appelle Blandine, donc je suis assistante sociale aux hôpitaux de Paris et je suis membre du comité politique national. Donc l'idée de cet atelier, la manière dont on l'avait prévu, c'était pas de faire un historique sur l'histoire de la Palestine, mais plutôt de faire un peu le point sur la situation actuelle et particulièrement sur l'intervention qu'on a eue, qui a été, comme le titre l'indique, un peu à contre-courant de la mobilisation globale, en tout cas telle qu'elle s'est dessinée en France, qui n'était pas exactement pareil, je pense, dans d'autres pays en Europe et aux États-Unis, et d'illustrer ça par justement des interventions concrètes, celles auprès des soignantes et des soignants, celles dans la jeunesse et un tout petit peu celles dans les quartiers. Donc c'est moi qui vais commencer par introduire, et ensuite les camarades illustreront davantage, continueront l'analyse en l'illustrant davantage par une intervention. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que en fait tous les débats passés, on estime qu'il faut aujourd'hui qu'ils soient confrontés un peu très très nettement à l'analyse qu'on fait d'une part des directions politiques en Palestine et d'autre part au fait de se confronter clairement à la question de la colonisation, de ne pas lober cet élément sous prétexte de toute une histoire, de tout un passif, mais de l'affronter. Pourquoi la Palestine? Évidemment, c'est évident pour tout le monde, ça a été un marqueur politique majeur dans le monde cette année, partout et sur tous les continents, un marqueur politique d'abord par les mobilisations, la massivité d'un certain nombre de mobilisations aux États-Unis, en Asie, mais aussi au Proche-Orient, mais aussi en France, par les débats que ça fait ressurgir. On ne peut évidemment pas faire de pronostics, mais il y a quand même fort à parier que là, les élections présidentielles qui se préparent aux États-Unis soient d'une manière ou d'une autre un tout petit peu percutées quand même par les débats que sauraient porter ou soulever ceux et celles qui se mobilisent en solidarité avec la Palestine. Alors évidemment, de là à ce que ça ait une influence quelconque, on en est loin, mais néanmoins aux États-Unis, les prises de position de militantes et militants juifs et juives en solidarité avec la Palestine, en dénonciation du génocide, ce qui se passait en Israël et la massivité des mobilisations de solidarité vont de fait peut-être en tout cas éclairer un peu différemment des élections qui sont quand même un tout petit peu, qui commencent en tout cas d'une manière qu'on n'a jamais connue, c'est-à-dire quand même avec un candidat qui se désiste pour une autre, peut-être différente mais probablement même politique, mais c'est quand même intéressant. Et puis cet été est marqué par, c'est vrai que tout a été fait, en tout cas en France, pour que la Palestine, de même que l'Ukraine, de même que à peu près toutes les saloperies qui se passent dans le monde, soient reléguées au second plan avec toute la séquence électorale qui vient de se dérouler, qui n'est pas totalement close quand même. Et en fait, ça nous est revenu comme un effet boomerang pendant cet été-là, avec des choses qui étaient déjà sues ou partiellement sues, mais qui là sont tellement énormes, avec des témoignages tellement énormes sur la situation à Gaza notamment, que même les grands médias sont obligés de s'en faire le relais de manière hypocrite, sans jamais encore caractériser ce qui se passe en Palestine comme étant un génocide, mais en tout cas en mettant en avant une situation qui est absolument plus tenable. Je pense qu'on est même assez loin de s'imaginer réellement la situation qui est celle là-bas et qui va encore se cristalliser avec ce qui s'est passé cette nuit et les attaques aux roquettes du Hezbollah, où en même temps on ne tombe pas de l'armoire. Je veux dire début août, toute la séquence de début août allait forcément se répercuter à un moment donné. C'est maintenant, on n'a évidemment pas du tout la maîtrise de tout ça, mais par contre ça valide l'idée
que ce qui se passe en Palestine et la mobilisation et la solidarité et les débats que ça va engendrer sont pas du tout une séquence passée de l'année 2024, mais sont largement encore devant nous. Donc quelle est la situation aujourd'hui en Palestine? Il y a quand même eu là en ce début je pense que c'était quasiment au moment de la préparation de nos RER, pour la première fois depuis 25 ans, un cas de poliomyélite et un premier enfant qui est mort. Alors que cette situation des eaux contaminées, des eaux usées contaminées est connue depuis juin, quoi. Il aura quand même fallu attendre qu'il y ait les premiers morts, avec pourquoi la question du cessez-le-feu est revenue là, parce que ça a été une demande des ONG, des médecins, de l'ONU, pour dire la seule manière d'entamer une campagne de vaccination de masse des enfants, c'est évidemment qu'il y ait un arrêt des bombardements, des attaques au sol, des incursions dans la bande de Gaza, et qu'il y ait la possibilité surtout de circulation des soignantes et des soignants dans des conditions qui sont évidemment pas optimum, mais qui permettent au moins qu'on stoppe dès le début la contamination. Bon, vous voyez, je crois que c'est tombé hier ou avant-hier, que pour tout un tas de raisons, qui du Hamas, qui de Netanyahou, qui du Hezbollah, qui du gouvernement états-unien, bref, tout ça fait que c'est pas possible. Bon, ça, on s'en doutait un peu largement que c'était pas tout à fait dans les calculs de stopper ce qui se passait pour l'instant en Palestine. Et puis avec des médecins quand même de plus en plus qui reviennent, donc d'organisations non gouvernementales, mais surtout de l'ONU, qui devrait quand même un peu même si on le sait, ça valide quand même un petit peu l'idée à quel point toutes ces instances sont usées jusqu'à la corde, quoi. C'est-à-dire que de la part de l'ONU, l'ONU a, même si c'est du bout des lèvres, mais enfin en tout cas caractérise quand même la situation en Palestine comme des massacres, comme du jamais vu, comme une situation qui n'est pas tenable au niveau humanitaire. Il y a un nombre de personnel humanitaire qui est mort cette année un peu partout dans le monde, mais particulièrement dans la bande de Gaza, qui est vraiment exponentielle. Donc l'ONU fait ça, la Cour pénale internationale a quand même caractérisé ce que faisait Netanyahou, il est quand même recherché. On voit bien à quel point tout ça n'a absolument aucun impact sur la réalité de ceux et celles qui se font opprimés, qui se font tuer, massacrer, en Palestine comme partout ailleurs. Donc, je veux dire, c'est quand même un élément, même pour nous, dans les débats, quand on a une foison d'appels qui sortent, qui viennent et qui en appellent à l'ONU. Bon, je veux dire, là, on a quand même un petit peu la preuve en action et en image de l'inutilité totale, si ce n'est d'avancer et de quand même illustrer à quel point tous ceux qui sont du côté de la solidarité ont raison par rapport à ce qui se passe et à la caractérisation du gouvernement et de l'offensive de Netanyahou. Bon, voilà, juste petite parenthèse. Donc là, l'ONU caractérise à peu près donc, tout ce qui se passe de catastrophe, mais surtout relaie, et ça c'est le deuxième élément quand même de ce qui sont des congés pour nous, la question des tortures dans les camps de prisonniers palestiniens. Donc c'est devenu connu à une échelle assez plus large, en tout cas grand public, tout début août, quand il y a eu le témoignage de ces prisonniers palestiniens qui ont dénoncé les viols et les sodomies dont ils avaient été victimes. Jusqu'à ce jour, le gouvernement d'Israël continue de nier, alors que, en fait, début août, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'une commission s'est mise en place au niveau du Parlement israélien, donc c'est-à-dire une institution, à la question est-ce qu'insérer un bâton dans le rectum d'une personne est légitime? Et là, un député israélien qui s'était solidarisé des manifestations pro-Netanyahou devant les camps de prisonniers palestiniens, donc il s'appelle Anosh Milwitsky, qui est du parti Netanyahou, avait dit oui, tout est légitime, on peut tout leur faire. Avec le 7 octobre, il y a eu une bascule qui fait que tout ce qui n'était pas autorisé avant l'est désormais. Donc le gouvernement d'Israël continue de nier ce qui se passe alors qu'il y a des témoignages absolument effroyables de ce qui se passe dans les camps de prisonniers, et alors même que les ministres de la Knesset, que des ministres en tout cas de la Knesset, valident tout à fait et légitiment ce qui est en train de se passer en Palestine, enfin dans les camps de prisonniers. Les témoignages qui sont rapportés d'à peu près tous les grands médias
en France, ne serait-ce qu'en France, hein, l'AFP, Europe 1, Le Monde, France Info, qui ont réussi à avoir des témoignages qui disent qu'il y a une espèce de panique un peu généralisée avec le fait que la population dit on ne sait plus où aller, on n'a plus nulle part où aller, parce que pendant des mois il fallait quitter le nord pour aller dans le sud, puis finalement remonter, et puis là tout est absolument en guerre, quoi. Plus aucune échappatoire n'existe pour les populations qui n'ont pas pu fuir, et pour celles qui ont pu le fuir, bon voilà, tout le monde voit à peu près ce que c'est, avec en plus cette extension de fait que l'on n'arrive pas du tout à maîtriser, mais avec quand même la crainte d'une extension au niveau de la région du conflit, ce qui se passe avec le Liban aujourd'hui. Alors évidemment, on n'a pas du tout idée des rites, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que ce point de cristallisation, là aujourd'hui, il fait quand même partie pour les capitalistes et les impérialistes d'un élément de contrôle de la région qui reste valide. On a juste parfois un peu l'impression qu'ils ne savent pas plus trop quoi faire de ce point de cristallisation qui prend une dimension de violence encore jamais connue dans l'histoire de la Palestine, à ce niveau-là et dans un temps si concentré, avec un nombre de morts et de blessés aussi important. On a l'impression qu'ils ne savent plus trop quoi en faire, et que faute d'avoir réfléchi un peu à comment eux-mêmes allaient rebondir pour garder le contrôle de cette région, il essaie, le gouvernement de Netanyahou, totalement en roue libre, quoi, totalement en roue libre. Il n'y a même pas eu des déclarations ou des communiqués, même un peu hypocrites, en début août, au moment où a été mise à connaissance à une échelle grand public la question des tortures. Il n'y a même pas eu un communiqué hypocrite, hein, bien sûr, mais pour dire, bon, quand même, là, c'est limite, quoi, on franchit un peu une ligne rouge, même pas, quoi. C'est-à-dire que vraiment, là, on est dans une situation qui est complètement laissée en friche, quoi, avec un gouvernement israélien qui a entièrement les mains libres pour faire sa politique, en attendant probablement que les impérialistes, notamment les États-Unis, aient décidé un peu de ce qu'ils allaient faire de cette région. Et en attendant, il y a quelques semaines, je crois que non, c'était mi-août, donc il y a quelques jours même, ils ont de nouveau débloqué 20 milliards d'euros pour financer l'armement en Israël. Alors nous, dans cette situation qui nous a, je pense, en France, mais comme partout ailleurs dans le monde, nous a un peu pété au visage, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, on ne l'avait pas anticipé, mais de semaine en semaine, on n'avait rien anticipé de ce qui se passerait, quoi. On va arriver quand même bientôt à 1 an de cette situation qui a été ouverte. Voilà, il faudrait voir en fait, ce qui serait intéressant là dans la discussion qu'on va avoir, c'est, en tout cas moi je l'ai vu comme ça, donc après les camarades diront, c'est qu'on a fait le choix, nous, au niveau du NPA révolutionnaire, de bien sûr tout de suite se solidariser avec la Palestine, avec les Palestiniens et les Palestiniennes, et à ceux qui allaient devoir résister à cette offensive, et avec tous ceux et toutes celles qui apportaient un soutien. Mais on a aussi fait le choix tout de suite de non seulement caractériser le Hamas, c'est-à-dire ce qu'il est comme, non pas ce qu'il est comme organe de résistance, mais ce qu'il est comme organe de gouvernement et d'alternance des gouvernements dans cette région, la politique qu'il y a menée, les choix politiques qu'il a fait aussi, les choix budgétaires, la manière dont vit la population, les choix répressifs aussi qui ont été faits, et le rapport de force qui s'est opéré entre le Hamas et l'autorité palestinienne pour continuer à se partager un peu le gâteau qui est quand même... là, j'ai pas pris le moyen de... Enfin, je me suis pas donné les moyens de faire une projection, mais il y a une carte qui a été faite, si vous la trouvez, elle a été faite par Julien Salingue, de ce qu'est la bande de Gaza. Je trouve que c'est la meilleure carte que moi j'ai trouvée jusqu'à présent, qui montre la Corse. Donc vous voyez, je veux dire, pour nous, c'est une toute petite île, la Corse, et la bande de Gaza, c'est une ville plus son agglomération en Corse, quoi. C'est-à-dire, c'est absolument ridicule. Donc c'est de ça dont on parle quand on parle de la bande de Gaza, quoi. Donc faut imaginer quand même l'ampleur de la situation et de ce que ça représente en proportion du bout de territoire que c'est et de la population qui s'y
aussi Hamas, quoi. Donc, c'est le cas de le dire. Donc, on a fait ce choix-là directement par rapport au Hamas. Pourquoi? Et ça a engagé des discussions. D'abord parce que ça nous semblait juste d'avoir un marqueur de classe immédiat, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une chose entre ce que peut représenter une organisation, y compris quand elle prend le pouvoir, de ce qu'elle peut représenter comme élément de résistance face à un colon, face à des colons et face à un État colonisateur et génocidaire qui est Israël et qui est aujourd'hui dans les mains de Netanyahou. Ça, c'est une chose. Autre chose, est-ce qu'une organisation politique comme la nôtre et des révolutionnaires caractérise de cette organisation, a fortiori quand elle prend le pouvoir et quand elle est aux commandes, quoi. Et est-ce que l'intérêt de cette organisation, notamment quand elle est au gouvernement, a été de faire une politique de classe dans une situation évidemment qui ne peut pas du tout être transposée avec ce que nous on vit ici, quoi. Mais une politique de classe quand même, quoi. Et donc qui s'adresse à l'ensemble des Palestiniens et des Palestiniennes, mais qui remet en cause aussi la colonisation en tentant quand même de s'adresser à cette classe ouvrière qui est hyper hétérogène en Israël. Pourquoi on a fait ce choix-là, au-delà du fait qu'on pensait qu'il était juste, mais parce qu'il nous permet aussi de disputer le terrain au niveau de notre intervention sans avoir une politique opportuniste qui serait celle de, en gros, suivre toutes les organisations de solidarité qui existent depuis très longtemps comme Euro-Palestine ou bien qui se sont mises en place à l'occasion de regroupements comme Urgence Palestine et de, en gros, mettre de côté toute la politique de classe que nous, on voulait avoir aussi dans ce mouvement de solidarité, à savoir, et on sait plutôt, et les camarades évidemment l'illustreront, mais là où j'habite, on a tenté de le faire aussi, là où je travaille, à Gennevilliers, au niveau des quartiers populaires, on a tenté de mettre ça en place avec la population, particulièrement des parents d'élèves, avec qui on a eu des bagarres sur les écoles, donc vraiment rien à voir. C'est-à-dire la question palestinienne, ce qu'elle représente dans le monde, et la question de la solidarité, c'est pas une question des quartiers populaires, c'est pas une question des Arabes, c'est encore moins une question des musulmans. Pour qu'elle soit victorieuse, pour qu'elle concerne et qu'elle soit utile à l'ensemble de notre camp social, et en premier lieu à ceux et celles qui meurent aujourd'hui sous les bombes et la torture, c'est que ce soit la politique de l'ensemble du mouvement ouvrier, l'ensemble de la classe ouvrière qui la prenne en charge. Mais pour ça, on est obligé d'avoir une politique claire et une caractérisation claire des forces qui sont en présence, notamment, et qui organisent, qui tentent d'organiser ou qui font mine d'organiser la résistance en Palestine. À ce titre-là, je pense que ce serait évidemment intéressant dans le débat de développer un peu plus ce qui est aujourd'hui le Hamas, mais aussi l'autorité palestinienne, les concessions qui ont été faites, voire les compromis, parce que ne serait-ce que de partir de l'idée que tous les accords, il y a une myriade de résolutions de l'ONU, évidemment, comme vous le savez, jusqu'à celles qui sont soi-disant historiques, les dernières en date avec Clinton, mais aucune de ces résolutions n'a remis en cause la colonisation. Et c'est le deuxième élément, je pense, de la discussion pour nous, qui est un élément central, c'est qu'on est obligé, quand on parle de la solidarité avec la Palestine, de s'attaquer à cette question de la colonisation et qui ne peut pas passer que, et je dis bien que parce que je pense qu'il n'y a pas de regard négatif à avoir sur tout le mouvement de boycott qui s'est organisé en fait dès les origines de la résistance palestinienne, il y a plus de 100 ans, dès les origines, la question du boycott, c'est un peu un élément fondateur de la résistance en Palestine. Donc je ne pose pas un jugement à ce stade-là là-dessus. Mais je veux dire, au-delà de la question de la colonisation et de la remise en cause de la colonisation, elle ne peut pas nécessairement passer que par des opérations de boycott. On est obligé de l'affronter avec ce que ça génère. Et donc, à ce moment-là, de voir quel est l'état aujourd'hui de la classe ouvrière en Israël. Et d'avoir un regard aussi sur cette classe ouvrière en Israël qui s'est énormément mobilisée depuis 2 ans maintenant contre les politiques sociales et les politiques institutionnelles et autoritaires du gouvernement Netanyahou, mais qui n'a plus dans son ensemble aucun regard sur la question de la colonisation et de ce qu'elle est elle et de ce qu'elle représente. Et donc je crois que c'est une discussion quand même importante, nous, à avoir sur le rôle qu'on pense que la classe ouvrière en Palestine
devrait jouer que sa diaspora d'une certaine manière, parce qu'en fait dans la bande de Gaza, les Palestiniens et les Palestiniennes, ils sont surtout à l'extérieur désormais, et ils peuvent avoir une influence importante à l'extérieur, et peut-être d'avoir, et je mets ça en discussion, vous savez, on a dans nos échanges, il faut avoir des éléments d'interpellation de la classe ouvrière en Israël, ça veut dire aussi pour savoir qui interpeller, mais peut-être quand même qu'on est aussi frontalement cette discussion, la question de la colonisation, elle est nécessairement au cœur des échanges que l'on a. Parce que penser qu'il pourrait y avoir une résolution de la situation en Palestine sans une remise en cause claire, définitive de la colonisation, c'est pas juste, je veux dire, c'est pas juste l'arrêt, quoi. Il y a un peuple aujourd'hui qui ne peut plus vivre. Je veux dire, même si la colonisation s'arrête aujourd'hui, il devrait y avoir la restitution de l'eau, des terres, de tous les éléments qui permettent d'avoir accès à l'énergie, de tous les éléments de déplacement. Plus rien n'est en place, plus rien n'est dans les mains des Palestiniens et des Palestiniennes. Et donc, avoir une caractérisation et de ce qu'est aujourd'hui la représentation palestinienne, d'une part, et en même temps avoir une vision un peu claire de ce qu'est la colonisation et de l'élément un peu préalable quand même dans le débat de la fin de la colonisation et de ce que ça implique aussi comme discussion, ça nous semble des éléments qui sont un peu nouveaux. Je veux dire, ça nous sort un peu de est-ce que ce qui est au cœur de la discussion aujourd'hui, c'est un ou deux États. Mais un ou deux États, si la colonisation perdure, c'est quoi cette histoire? Il y a toujours un peuple qui sera opprimé et une classe ouvrière qui, de fait, sera du côté de la... Enfin, ne sera pas du côté, mais sera dans l'État qui colonise, dans l'État qui opprime. C'est pour ça qu'on n'a pas mis au même niveau non plus dans les caractérisations qu'on faisait, évidemment le Hamas avec l'État colonisateur. On ne met pas voilà, les colonisés et les colons, bien évidemment, à même niveau. Mais cette discussion-là, on est obligé de l'affronter, et je finirai avec ça. On a, avec la politique qu'on a défendue et ce qu'on a tenté de mettre en place, parce qu'une fois qu'on définit une orientation, qu'on la confronte aussi à l'État, parce qu'on s'est trouvé en France très en difficulté au début des mobilisations, puisque la répression a été importante, les rassemblements et les manifestations étaient interdites. Il y a eu dès le départ une chape de plomb qui a été mise clairement en identifiant l'antisionisme à l'antisémitisme, en mettant un parallèle qui a énorme. Enfin, nous, on a senti pour tous ceux et toutes celles qui vivent, qui travaillent dans les quartiers populaires, qui travaillent dans des secteurs où énormément de salariés des quartiers populaires sont concentrés, il y a eu une chape de plomb très importante, avec vraiment une peur de sortir, de se mobiliser. Il y a eu des gardes à vue préventives. Donc, il a fallu qu'on s'affronte d'une part à ça, avec quand même, pour la première fois, dans des arrêtés de la préfecture, clairement dit que le soutien apporté à la solidarité était un soutien apporté au Hamas, était un danger donc pour l'État et ses institutions, et donc justifiait les interdictions. Donc il a fallu s'affronter à ça. On reviendra dans le débat sur le fait qu'on a quand même réussi à les lever. Quand je dis on, c'est évidemment le mouvement de solidarité, mais les camarades du LPA révolutionnaires ont réussi à faire lever ces interdictions. Donc il a fallu s'affronter à ça, mais notre politique, elle nous a permis aussi, et ça c'était le but, c'est pas juste d'avoir des prises de position, mais de voir comment elles peuvent être transposées dans nos secteurs, que la classe ouvrière s'en empare, pas tout de suite avec l'idée, même si dans l'absolu, c'est vers ça qu'il faudrait tendre, avoir de véritables mouvements de grève en solidarité avec la Palestine, mais aussi qui affaiblissent notre gouvernement. On n'en est pas là, mais les expériences qui ont été faites montrent que c'est possible de tenir ces deux bouts, y compris dans des endroits, et là je parle pour là où je travaille, qui est très sous influence du Parti communiste et de la politique du Parti communiste menée dans les quartiers populaires, et là qui a été très sous influence d'Urgence Palestine, avec quelque chose, je veux dire, d'emblée, qui est un peu légitime quand même, quoi. C'est-à-dire que, vu les politiques racistes et islamophobes qu'il y a en France, le fait de s'identifier, d'identifier une résistance
d'un peuple qui se fait massacrer, qui est colonisé, à une certaine résistance sur place face à un État qui mène les mêmes politiques ou qui soutient les mêmes politiques, est tout à fait légitime. Donc nous, notre orientation, elle nous a obligés un peu à nous confronter à ça, mais aussi entamer un dialogue quand même extrêmement intéressant dans des endroits où on est moins, ou en tout cas on a moins l'habitude de les avoir, c'est-à-dire dans les quartiers populaires, où il y a une immigration, où il y a une partie de la population immigrée très importante, et d'avoir clairement cette discussion de ça veut dire quoi une politique de classe, quoi. Et comment elle est l'élément déterminant pour ne pas nous désunir et ne pas permettre et aux colons et à nos propres gouvernements de nous diviser face à une situation qui nous impacte ici et qui impacte évidemment l'ensemble des travailleurs, des travailleuses dans le monde. Donc pour illustrer ça désormais, je vais donner la parole à Blandine d'abord pour l'expérience de soignante et soignante pour Gaza, et ensuite ce sera au tour d'Hortense pour qu'on discute de la politique qui a été menée par les jeunes en solidarité avec la Palestine. Oui, alors moi je vais prendre la parole pour vous raconter donc une tentative d'expérience qu'on a eue sur la mise en place d'un collectif de soignants. Alors, bon, je tiens à préciser, bon, cette expérience, elle a été quand même assez modeste, hein, parce que c'est vrai que bon, c'est pas 30 000 abonnés sur Instagram qui font quand même une mobilisation. Mais en fait, c'est vrai que quand même, ce qui était notable, c'est qu'il y avait un vide quand même sidéral dans notre classe d'organisation contre les massacres en Palestine, alors qu'en fait, il y avait quand même une colère qui était quand même extrêmement forte. Et du coup, c'est vrai que bon, c'est pas rien non plus. Alors, pourquoi on a créé un collectif de travailleurs ? Déjà parce que on sentait, comme l'a bien expliqué Armelle, en fait, le besoin de regrouper les collègues sur des critères de classe, sur des critères en tant que travailleurs de la santé. Et ce besoin de se regrouper d'ailleurs en tant que travailleurs de la santé, il était d'autant plus marqué que en fait, les hôpitaux en fait, sont devenus les cibles privilégiées de l'armée israélienne. Il y a un massacre des hôpitaux, enfin, je pense que voilà, vous avez peut-être vu, voilà, on pourra en reparler dans la discussion, mais voilà. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est notable, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée-là de regroupement en tant que soignants, puisque en soutien à la Palestine, on sait qu'il y en a eu en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis et même en Australie d'ailleurs, comme ça. Et même en fait, il y a même eu une tentative d'action commune des soignants en soutien à la Palestine le 7 février international, en fait, du coup, donc avec tous ces regroupements. Alors, il faut savoir que cette tentative de regroupement en tant que soignant, on l'a d'abord tenté sur le terrain syndical, sauf qu'en fait, on s'est vraiment heurté à un mur, en fait. C'est quand même, moi je pense, assez révélateur des orientations des directions syndicales, donc qui renvoyaient d'un côté dos à dos donc l'État occupant et la population occupée, mais c'était aussi, je pense, révélateur d'un certain fossé entre d'un côté donc les militants syndicaux d'une petite bureaucratie un peu plutôt blanche et de gauche, et de l'autre, en fait, beaucoup de collègues qui aspiraient eux vraiment à faire entendre cette colère en fait contre la situation en fait, mais qui en fait n'étaient pas du tout de ce milieu syndical. Et alors par exemple pour moi ça s'est cristallisé au niveau de mon syndicat, donc au niveau des hôpitaux de Paris en fait, voilà. Et c'est pas faute d'avoir mené la bagarre, mais en fait arracher une position au syndicat, que le syndicat prenne position sur cette question, ça a été complètement impossible. Voilà, ça s'est fait un peu localement, mais ça reste ça a été vraiment une vraie bagarre quand même localement. Et c'est vrai que moi je trouve que le titre militer à contre-courant, en fait, c'est vrai qu'il a résumé vraiment bien la situation, parce qu'en fait on s'est retrouvé vraiment à contre-courant, donc à la fois des cadres d'organisation, mais aussi de nos propres collègues. Et déjà le premier problème qu'on a eu, en fait, ça a été en fait de vaincre en fait une forme d'omerta dans les services, en fait, parce que même encore aujourd'hui, la question palestinienne et la situation est un sujet complètement tabou. Et en fait, on se rend compte qu'on est vraiment coincé entre, d'un côté, on a des collègues qui sont quand même assez sensibles à cette propagande gouvernementale donc d'assimilation, de soutien à la cause palestinienne, à de l'antisémitisme.
De l'autre, on a des collègues qui sont beaucoup plus sensibles à la question, voire même assez sympathisants de la résistance palestinienne, voire même du Hamas. Enfin bon voilà. Et entre les deux, en fait, on a beaucoup de collègues qui sont extrêmement perdus. Ce qui, vous en doutez, a beaucoup complexifié nos interventions et nos discussions. Après, nous, c'est vrai qu'en fait, on était convaincus, c'est un peu ce que expliquait Armel, que renforcer la mobilisation contre le génocide, en fait, il fallait qu'on la fasse sortir des soutiens habituels de la cause palestinienne. Et en fait, du coup, dès le début, ça a impliqué de se poser la question de comment on argumente, comment on convainc auprès d'un certain nombre de collègues qui, en fait, spontanément, ne l'étaient pas. Et en fait, du coup, c'est sur cette base-là qu'on a proposé, en fait, aux collègues de se regrouper, de s'organiser pour voir comment on s'adresse à toutes ces collègues-là. Mais du coup, de fait, si on veut convaincre et tout, ça nécessite d'avoir aussi une ligne politique claire, en fait, et d'être extrêmement clair sur nos positions, notamment par rapport aux nationalistes palestiniens et à tout un tas d'organisations de soutien à la cause palestinienne qui restent à dessein sur une ligne qui est complètement floue d'ailleurs par rapport au Hamas, voire ou encore carrément aux organisations religieuses militantes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a fait des réunions régulières avec un tract d'appel qui était destiné aux soignants, qu'on actualisait régulièrement en fonction des discussions qu'on avait et en fonction de l'évolution de la situation. Et en fait, ce regroupement autour de ce tract, en fait, il a permis d'avoir notamment des discussions, notamment des échanges assez poussés sur l'actualité et la situation, et comment on s'organise pour convaincre nos collègues sur la situation. Alors, on a fait des diffusions de tracts devant les hôpitaux en prenant un peu des contacts un peu partout. On a fait un cortège de soignants, en fait chaque semaine en blouse derrière une banderole, d'ailleurs très souvent dans le cortège du NPA. Et en fait, du coup, cette organisation, ce mode d'organisation, il a permis en fait de discuter et de convaincre un peu un certain nombre de collègues sur ce que nous on voulait faire. Et ça a permis d'avoir des discussions extrêmement politiques sur, par exemple, est-ce que vraiment les manifs ça sert à quelque chose ? Est-ce que diffuser des tracts ça sert à quelque chose ? Et en fait, est-ce que discuter avec ses collègues, les convaincre, est-ce que il y a vraiment une utilité ? Et moi, j'ai un peu l'impression qu'on a réussi quand même à convaincre un certain nombre de collègues sur l'idée d'un certain militantisme, qui est un militantisme de classe, de notre classe sociale et de la rue. Et donc oui, nous ce qu'on a défendu et ce sur quoi je pense qu'on en a convaincu quand même quelques-uns, c'est que oui, c'est utile de s'adresser aux collègues, de les convaincre à force d'arguments, tout autant sur le fond que sur l'intérêt de se mobiliser, de persuader les collègues de venir en manifestation, de s'organiser, d'entrer en action, mais aussi de décrypter l'actualité, de chercher un peu à comprendre au-delà des stories Instagram où on voyait les massacres en permanence qui s'affichaient sur nous, de construire sérieusement un collectif. Et en fait, la réalité, c'est que pour beaucoup de collègues, ces choses-là, c'est des choses qui sont, pour la plupart, en fait, même d'ailleurs, sont vraiment des choses qui sont pas du tout, évident, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui était vraiment différent, qui était vraiment une intervention très spécifique en fait, d'organiser nos collègues, notre classe sociale, contre toutes ces poussées de l'impérialisme, de donner une possibilité à cette colère de s'exprimer. Et en fait, c'est vrai qu'on était les seuls à le faire parce que ni les partis ouvriers, ni les syndicats, en fait, ne le faisaient. Par exemple, on pourra en discuter, mais la France Insoumise, en fait, ils ont eu une apparition qui était notable, c'est vrai, mais de façon très électoraliste, et ils n'ont pas cherché à organiser les personnes sur le terrain sur cette question-là. Alors, après, on va pas se mentir, on s'est heurté quand même à un certain nombre de problèmes. Alors, d'un côté, le problème qu'on avait, c'est face à nous, c'est qu'on avait des collègues qui étaient quand même extrêmement sensibles à toute la propagande gouvernementale qui a consisté, comme le disait Armel, à assimiler toute critique de l'État d'Israël à de l'antisémitisme. Et cette situation, en fait, c'est le résultat d'une politique qu'il a fallu déconstruire
Il a fallu expliquer que ce n'est pas une guerre de religion, mais une guerre coloniale. Expliquer que soutenir les Palestiniens, ça n'a rien à voir en fait avec de l'antisémitisme. Alors pour ça, il a fallu expliquer c'est quoi la différence entre le sionisme et le judaïsme, parce qu'en fait, il y a énormément, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de confusion sur le sujet. Ce qu'on a dû expliquer aussi, c'est pourquoi ils faisaient ça, aussi, notamment vis-à-vis de tout un tas de collègues qui étaient mobilisés et qui étaient sensibles à la question, qui trouvaient ça dégueulasse et qui ne comprenaient pas. Que en fait, leur objectif, c'était de nous faire taire. En fait, pour qu'on n'ouvre pas face à ce massacre, mais en fait, nous faire taire, c'est aussi nous faire taire sur cette question-là, c'est nous faire taire aussi sur toutes les autres, en fait, sur toutes les autres questions. Ce qu'il a fallu expliquer aussi, c'est pourquoi Macron et ses alliés, en fait, ils mènent cette politique. Que en fait, Macron, c'est un des serviteurs du capital français qui, lui, en fait, il fait des affaires avec la colonisation, comme on a pu le voir d'ailleurs avec toutes les affaires de boycott et avec le massacre des Palestiniens, mais qu'en plus, en fait, ils se servent des Israéliens et de leur État raciste comme une base militaire, comme une base de manœuvre en fait pour leurs opérations dans la région. D'ailleurs, les militants américains en fait ils ont une image en fait pour parler de ça. En fait, ils disent qu'Israël en fait c'est le porte-avions des États-Unis au Moyen-Orient. Et je trouve que c'est une image qui est très révélateur. Alors, en fait, cette assimilation-là, c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendue en octobre, notamment en fait, dans les premières semaines du génocide. Ça s'était un peu calmé, je pense, au fur et à mesure. On a constaté que ça s'était pas mal calmé au fur et à mesure que les massacres avançaient, que les horreurs avançaient, que ça devenait de moins en moins tenable. Par contre, on s'en est rendu compte que c'était revenu notamment pendant la campagne électorale avec des grosses assimilations entre la gauche, des gens, par exemple, on avait des collègues qui ne voulaient pas voter à gauche parce qu'ils étaient antisémites. Moi j'ai un collègue, il a voté extrême droite parce qu'ils ne sont pas antisémites, mais par contre la France Insoumise ils le sont. Ça c'est des choses qu'on a dû... D'ailleurs si vous voulez on en discutera des rapports entre Netanyahou, l'antisémitisme et l'extrême droite. Il y a toute une discussion qui pourrait être aussi un peu intéressante. Donc on a eu beaucoup de discussions pour expliquer la différence, que l'antisionisme c'est pas de l'antisémitisme. Mais c'est vrai qu'aussi, on va pas se mentir, on a eu quand même beaucoup de recadrage à faire par rapport à des collègues qui véhiculaient sur le coup, mais d'ailleurs en plus je pense vraiment sans y réfléchir et sans vraiment s'en rendre compte, des propos ou des références antisémites, d'ailleurs de manière plus ou moins consciente. Et ça c'est vrai qu'on a été confronté aussi à ce problème-là. Alors, la majorité des collègues, c'est vrai qu'ils étaient quand même beaucoup plus soumis à la propagande gouvernementale, mais c'est vrai qu'il y avait aussi de nombreux collègues qui étaient sensibles à la cause palestinienne, mais aussi du coup à sa résistance. Du coup, en fait, comment on les organise, comment on donne, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de collègues qui avaient cette colère sourde, beaucoup plus en fait qu'on ne le pensait, on s'en est rendu compte, et ce besoin de faire quelque chose, et de se retrouver ensemble. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une aspiration forte des collègues à se mobiliser, mais sans vraiment trouver de cadre pour le faire. Il y avait une colère qui ne trouvait pas en fait de canal, en quelque sorte, qu'on pourrait dire, pour s'exprimer. Et un exemple, par exemple, qui était assez notable, c'était le nombre de collègues qui rejoignaient le collectif en disant en fait, vraiment, moi je voulais aller en manif, je voulais faire quelque chose, mais en fait je savais pas quoi faire, je savais pas avec qui, je me sentais très très seule, voilà. Et en fait c'est ça un peu qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a cherché à organiser, et faire en sorte que ces collègues qui étaient assez craintifs et incroyablement isolés, du coup ils trouvent un moyen de s'exprimer ensemble. C'est d'où l'idée de collectif. Et c'est vrai que se regrouper en tant que soignant, ça c'était assez naturel, ça c'est vrai, voilà. D'autant plus que il y avait quand même cette question des hôpitaux de Gaza qui a été quand même assez centrale. Mais c'est vrai que par contre, pour tout un tas de collègues, chercher à s'adresser à des collègues, chercher à les convaincre et tout, ça l'était moins. Et en fait, il y avait toute cette colère, mais vu qu'il n'y avait rien qui était organisé, en fait, il n'y avait que ceux qui étaient déjà militants un peu de la cause palestinienne ou qui se sentaient directement concernés, qui passaient le pas d'aller en manif. Et qui, par contre, ne faisaient pas la démarche de s'adresser à leurs autres collègues. Ce qui fait que du coup, ça provoquait une tendance
et ça provoque toujours une tendance à rester ou à verser fatalement un peu dans les discussions, dans les perspectives nationalistes arabes, voire carrément identitaires. Mais du coup, le problème qu'on a avec ça, c'est qu'en plus, ça revient à s'adresser à un milieu, mais qui ne peut pas s'élargir. Or, nous, on est convaincus que justement, militer sur la question palestinienne, ça implique forcément d'élargir la mobilisation. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à... Et d'ailleurs, sur lequel, en fait, dans le mouvement de soutien à la Palestine, on a été assez identifié comme ça par tout un tas, les organisateurs, d'être un collectif qui cherchait justement à s'adresser plus largement, cherchait à convaincre autour de soi. Alors, et du coup, c'est vrai que le collectif, il a été porteur d'une certaine orientation, il a été... voilà, il a joué, moi je pense, un rôle utile pour essayer de construire quelque chose de classe. Mais c'est vrai que ce qui était quand même pas évident non plus, c'était les perspectives politiques. Et ça, c'est un truc... Alors, franchement, ça, on en a beaucoup discuté. Notamment, et ça c'est vrai que c'est ce que disait Armel, en fait, en fait il a fallu discuter avec toutes ces collègues-là de voilà, qu'est-ce que c'est que la résistance palestinienne, qu'est-ce que c'est que le Hamas, que en fait les organisations de la résistance palestinienne, en fait elles ont été remises en selle après la première intifada, justement pour canaliser en fait toute cette colère, parce qu'en fait c'est vrai qu'ils ont eu très peur, la première intifada elle a été incontrôlable pour eux. Que ces directions nationalistes, leur objectif, c'est pas du tout d'exploiter les possibilités révolutionnaires. D'ailleurs, bien au contraire. Et qu'en fait, expliquer qu'un soutien inconditionnel à la population palestinienne, comme de manière générale à la résistance des peuples opprimés, ça n'empêche pas en fait de voir ces directions nationalistes dites qui se présentent comme de la résistance pour ce qu'elles sont et de discuter des perspectives qu'elles proposent et ce qu'il faudrait aujourd'hui encore. Et du coup, ça amène en fait à poser les perspectives, les problèmes en termes de classe et d'internationalisme, mais on va passer et de les tourner d'une certaine manière en positif. Qu'est-ce que nous on propose? Et c'est là où en fait c'est très compliqué dans la période parce que le problème en fait c'est que le bruit des bombes et des massacres en fait, c'est vrai et toute cette colère en fait, elle enterre toutes les nuances qu'on peut avoir. Mais nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on a essayé de tourner la discussion en positif dans la situation, en prenant l'angle des perspectives, en proposant des perspectives de classe et internationalistes. Et alors, par exemple, nous, ça s'est beaucoup traduit sur tout un tas de discussions sur qu'est-ce qu'on dit, par exemple, des otages en fait israéliens dans la bande de Gaza, dans les tracts. En fait, ça a été quelque chose, voilà. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que, en fait, là, on est dans une situation où il y a un fossé de sang qui se creuse, en fait, avec une classe ouvrière qui est quand même très marquée par le nationalisme, le chauvinisme, et qui n'a pas de solidarité avec les travailleurs palestiniens. En fait, il y a eu quelques oppositions qui existent, en fait, en Israël, mais le problème, en fait, un des problèmes qu'il y a, parce que c'est pas le seul, c'est qu'en fait, c'est des oppositions qui s'expriment sur un terrain humanitaire et pas du tout sur un terrain de classe sociale, en fait. Et d'ailleurs, en fait, ça, si vous voulez, on pourra en discuter dans la discussion, c'est en fait quel rôle jouent les syndicats en Israël, en fait, sur cette question, et ça, c'est intéressant. Et donc, c'est vrai que en fait, ça apparaît, y compris pour tout un tas de collègues qui nous disent, en fait, compliqué la perspective d'une union de travailleurs israéliens et palestiniens contre leur propre bourgeoisie. En fait, c'est vrai que ça paraît de plus en plus éloigné, en fait. Et plus le massacre continue, c'est vrai que plus les nuances s'enterrent. Mais moi, je suis convaincue, et en tout cas, je pense que c'est ce qu'on va continuer tous à défendre, qu'il est crucial, en fait, que de rappeler, de continuer à le dire, qu'il faut une politique indépendante pour les travailleurs, une fraternisation au-delà des frontières. Et plus concrètement ici, de continuer à organiser les choses sur un terrain de classe, offrir un cadre qui permet de s'exprimer ensemble, et surtout de confronter cette colère avec tout un tas d'idées politiques qui puissent en fait lui donner aussi, la nourrir, en fait, cette colère, lui donner de la force. Et ça, je pense que ça, c'est un peu la tâche principale des révolutionnaires dans la période. Merci Blandine. On enchaîne du coup avec Hortense.
Alors moi je voulais revenir un petit peu du coup sur ce qu'on a tenté de faire dans la jeunesse. Bon, en gros, ce qui s'est passé immédiatement après le 7 octobre, c'était déjà en fait énormément de questionnements et de questions, enfin, y compris pour la plupart des camarades, quand on est jeune, c'est qu'on milite depuis quelques années. Alors oui, il y avait déjà eu tout ce qui s'était passé en 2021 autour de la Palestine, etc. Mais beaucoup d'entre nous, on ne se sentait pas assez au courant sur toutes les questions de la colonisation en Palestine et tout. Donc une des premières choses qu'on a tenté, c'est voilà, revenir sur l'histoire de la Palestine, expliquer ce qui se passe aujourd'hui et du coup ce qui pourra se passer, et comment la situation pourrait évoluer en fonction de l'histoire de la colonisation en Palestine. Donc ça a été un peu le début, quoi, ce qui ne nous a pas empêché aussitôt, même avant d'être 100% sûr de tout connaître sur la question d'immédiatement intervenir parce qu'on savait que la réaction au 7 octobre, ça allait être quand même une augmentation de l'oppression des Palestiniens et des Palestiniennes. Alors comment ça s'est passé sur les lieux d'études? Bon, un peu pareil que partout, c'est évidemment une chape de plomb aussitôt, alors que nos universités n'ont eu aucun mal à condamner l'invasion de Poutine à la seconde où elle a commencé et à arrêter tous les partenariats, les échanges, à accueillir des étudiants ukrainiens, etc. Bon, on a évidemment vu que c'était pas du tout la même chose pour la Palestine, vous pouvez vous en douter. Nous, on a l'habitude d'avoir une relation relativement conflictuelle avec notre université, comme beaucoup de militants. Là, ça s'est un petit peu augmenté. On a été chassés de la fac parce que notre acte parlait de la Palestine, impossible de tenir une table, impossible de discuter avec les élèves. On jouait au chat et à la souris dans les couloirs de la fac. C'était des discussions sous le manteau, je te passe mon tract, tu sais pas qui te l'a donné, enfin voilà quoi. Et c'était un peu pareil pour en fait, toutes les personnes qui ont voulu parler de la Palestine pendant plusieurs mois. Cette répression-là, elle a fait qu'en fait c'était quelque chose de très minoritaire, dans le sens où peu de gens en parlaient, peu de gens, et surtout vu qu'il y avait peu de gens qui en parlaient, les gens ne se sentaient pas le courage d'en faire quelque chose. En tout cas, pas sur les lieux d'études, ça semblait impossible. Comment, alors qu'on ne peut même pas distribuer des tracts, ça semblait inimaginable de faire une AG sur la Palestine ou une mobilisation, voilà. C'est ce qui posait la question de comment continuer à militer quand on se sent assez seul. Surtout que on cherche des appuis là où on en trouve, donc on a quand même discuté avec les syndicats étudiants qui ont eu à peu près la même réaction que les syndicats de travailleurs, puisque oulala, on ne peut pas en parler, en plus c'est pendant les élections étudiantes, donc vous comprenez, ça va diviser tout le monde. Bon, ce qui est un peu intéressant, je trouve, c'est la capacité qu'ont eu les différentes organisations réformistes à organiser les étudiants en comité pour aller distribuer des tracts pour le Front populaire, alors qu'ils ont été incapables de le faire sur le moindre tract sur la Palestine. Mais bon, ce qui du coup posait une question, c'est que quand on faisait des réunions sur la Palestine, on se retrouvait souvent en fait entre gens déjà convaincus, des gens qui, par leur histoire familiale ou les différentes mobilisations, avaient déjà conscience de ce qui se passait en Palestine et ont du coup été déjà portés au fait de se mobiliser. Nous, ce qu'on pensait à ce moment-là, c'est qu'évidemment, il fallait discuter avec ces personnes, organiser des choses avec eux, y compris quand on avait des désaccords, ce qui ne nous a pas du tout empêché de coller ensemble, de tracter ensemble, de se soutenir face à la répression de la fac, mais aussi comment est-ce qu'on s'adresse à toutes ces personnes qui en fait ne se sentent pas légitimes à discuter de la Palestine parce qu'elles disent voilà, moi j'y connais rien, ça a l'air compliqué, puis il y a toute la question de l'antisémitisme, et puis je sais pas, bon. En fait, comment est-ce qu'on arrive à étendre ça? Bon, je ne vais pas dire qu'on a vraiment réussi à le faire au départ, même pendant des mois, pas tant. Par contre, on a continué à essayer de le faire à chaque fois. Et ce qui s'est passé, c'est plutôt qu'en fin d'année, en fait, il y a eu le mouvement étudiant aux États-Unis. Je pense que ça ne vous a pas échappé, toutes les occupations de fac. Ça fait que l'armée est intervenue dans certains États et avec un mouvement qui s'est répandu comme une traînée de poudre à travers plusieurs facs en Europe et donc y compris en France, ce qui permettait
toucher un public beaucoup plus large parce que du fait de la médiatisation de ce qui se passait aux États-Unis, du fait aussi que bon, on est dans des facs parisiennes, il y a beaucoup d'étudiants d'Erasmus qui viennent justement des universités américaines qui ont bloqué et qui ont décidé de reprendre un peu les mêmes modalités d'action. Donc à ce moment-là, on s'est mis de pair avec ce mouvement, on l'a pris à bras le corps, organiser des AG et participer à tout ce qu'il y avait. Avec un peu le débat, avec beaucoup de gens sur comment est-ce qu'on modèle les actions coup de poing ou actions secrètes ou actions médiatiques et visibles. Il faut appeler les médias, ne pas en parler aux autres étudiants pour pas que ça s'ébruite, faire un truc très visible, on va mettre du sang sur les murs de la fac, ou alors on va prendre un drapeau géant devant, ou occuper, etc., avec le fait d'essayer d'utiliser ça et pour soutenir ça, de l'entourer de tout un tas d'étudiants sympathisants. Donc ça a été un peu ça qu'on a fait. Puisque bon, vous vous en doutez, auprès de ce milieu, en tant que communiste, révolutionnaire, on a beaucoup la fameuse réputation de vouloir massifier à tout prix. Voilà, on dit surtout de massifier. C'est pas complètement faux, parce qu'en fait, on pense que avoir le plus grand nombre de personnes possible, c'est aussi en fait garantir le fait que ces actions puissent se tenir. Et c'est comme ça qu'on a réussi à articuler ça. C'est nous, on disait, on n'est pas contre vos actions secrètes. Par contre, on pense que si elles veulent se réaliser, il va falloir qu'elles soient soutenues par la majorité des étudiants. De fait, si tu es 15 dans une fac, tu peux beaucoup plus facilement te faire dégager par la police que si tu es 500. Donc voilà. On a un peu discuté de ça. Après, les principaux points de cristallisation et de débat qu'il y a eu quand on a essayé de regrouper les étudiants, c'était autour, non pas tant de la question en fait, du Hamas et de la résistance palestinienne, que plutôt de la question de la critique des autres États arabes. C'est à ce moment-là qu'on est apparu comme plus marqueur, parce que nous, on voulait aussi dénoncer ce qui se passait notamment en Égypte, avec le fait que le président refusait d'ouvrir la frontière avec Gaza et le mur avec Gaza. C'est là où on a eu le plus de discussions, parce que on nous a répété que voilà, c'était pas ça l'impérialisme. L'impérialisme, c'est les États-Unis, la France. Alors oui, c'est vrai. Enfin, évidemment que le génocide aujourd'hui, il est principalement soutenu par les États-Unis et par notre gouvernement et par l'Allemagne, etc. Ce qui n'empêche pas la complicité et le fait que certains États arabes font le jeu de cet impérialisme et refusent de soutenir les Palestiniens, voire même interdisent les manifestations pro-palestiniennes dans leurs États, etc. C'est autour de ça qu'on a eu le plus de discussions, de est-ce que c'est notre rôle, nous, en France, de critiquer d'autres États ce qui semble un peu absurde. Enfin, vous voyez bien le truc. Oui, je suis pas égyptienne et je peux critiquer le président égyptien de la même manière que je ne suis pas israélienne et je peux vraiment critiquer Netanyahou. Là-dessus, il y a eu un peu l'emballé médiatique très rapide a fait un mouvement très fort mais court, puisque c'était la fin de l'année scolaire, etc., marqué par évidemment tous les médias bourgeois qui nous ont accusés de tous les noms, qu'on était des affreux étudiants antisémites et qu'on semait la terreur dans nos universités, avec évidemment des vagues de harcèlement, y compris dans la vraie vie, quoi. Enfin, on devait un peu tous se protéger les uns les autres parce que on pouvait facilement se faire emmerder. Moi, ce que je trouvais intéressant avec les discussions qu'on avait autour de la Palestine avec tous les étudiants, que ce soit ceux qui étaient déjà sensibles à la question, ceux qui se posaient la question à ce moment-là et tout, c'est qu'en fait, parler de la Palestine, ça permet de parler d'un peu tout ce qui nous tient à cœur en tant que communistes révolutionnaires. C'est parler d'internationalisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'internationalisme? Est-ce que c'est juste poser des questions internationales? Est-ce que c'est juste soutenir d'autres peuples opprimés? Qu'est-ce qu'on envisage quand on dit une union de tous les travailleurs, de tous les pays? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est discuter, oui, évidemment, de la révolution permanente, de la décolonisation, de tout un tas de sujets, de la résistance, de la colonisation. Et en fait, ça permet de... je trouve que ça a été un facteur de politisation bien plus grand pour beaucoup de gens que même des choses plus massives qu'on a vues, comme la réforme des retraites, qui était pourtant déjà un facteur de politisation. Mais là, ça permettait de discuter de très nombreux sujets qui nous tiennent à cœur, quoi. Et on a tenté aussi de faire un lien, quand c'était possible, avec les travailleurs, puisqu'on avait un peu la crainte que le mouvement étudiant, parce qu'il était très médiatisé en tant que mouvement étudiant,
Donc, parce que c'était des facs de prestige, de je sais pas quoi, enfin Sciences Po, vous voyez, qu'on n'ait pas la préoccupation d'aller chercher au-delà de nos lieux d'études. Donc, nous, on a essayé d'entraîner des étudiants avec nous quand on allait justement, je sais pas, faire des diffs avec les soignants pour Gaza, aller tous ensemble en manifestation, que les cortèges étudiants, ils puissent se développer avec les cortèges de travailleurs, etc. Et pas seulement, voilà, pour qu'on soit, parce que le plus important c'est d'être visible, alors il faut rester sur nos beaux campus, qu'on tâche de sang, et ne pas parler avec les autres. Donc c'est un peu comment on a posé le point, quoi. Cette mobilisation, elle a touché quand même des profils assez variés. Je pense que le truc le plus frappant, c'est que oui, au départ, ça a surtout en fait touché des étudiants internationaux, donc des étudiants de Columbia qui sont en échange à Sciences Po. Vous voyez bien que c'est pas vraiment le prolétariat, on va dire, ce qui en fait a un peu une influence aussi sur la façon de se poser les problèmes, parce qu'il y avait beaucoup la question du droit international qui est beaucoup revenu, et en fait ce qu'ils demandaient c'était que l'université en tant qu'université prenne de grandes positions sur ce que c'est que le droit international, que voilà, le droit n'était pas respecté, qu'il fallait suivre les résolutions de l'ONU, ce qui en fait a vite été dépassé puisque bon, déjà les facs ne voulaient pas le faire dans tous les cas, donc voilà. Mais en fait, la question du boycott universitaire est devenue de plus en plus politique au fur et à mesure du conflit, parce qu'ensuite on est allé vraiment chercher dans le détail, en fait, c'est quoi les partenariats qu'il y a entre nos universités. C'est pas la même chose de dire on refuse que notre fac ait le moindre partenariat avec une université israélienne que de dire on refuse que notre fac ait un partenariat avec cette université israélienne parce que l'université de Tel Aviv, elle a permis à tous ses étudiants de partir en Palestine dans l'armée. C'est quand même un autre degré de politisation, je trouve, et c'est un peu de ça dont on a pu discuter. Aujourd'hui, la question se pose évidemment à la rentrée. Je pense que les gens ne seront pas passés à autre chose. On n'est pas devant, on ne peut pas deviner quand est-ce qu'il y a des mouvements, etc. Évidemment, la question va être de continuer à discuter de ce qui se passe en Palestine, en l'articulant aussi avec ce que c'est qu'un État colonisateur. Enfin, c'est ce qu'on a pu faire quand il y a eu les émeutes en Kanaki, avec la discussion de, voilà, notre État, évidemment, qui soutient Netanyahou, c'est lui-même un colon d'autres peuples. Enfin, vous voyez un peu la discussion, je pense qu'elle restera présente à la rentrée. S'il y a d'autres camarades, surtout d'autres pays, qui veulent discuter de comment ça s'est passé, y compris dans leurs universités et tout, nous, on a l'impression d'avoir été quand même un tout petit peu pénalisés par le calendrier scolaire et universitaire, on va dire, puisque les plus grosses AG et les moments de plus forte mobilisation sont arrivés à peu près en même temps que les partiels. Donc en fait, les facs fermaient dans tous les cas. Donc voilà, on verra comment ça se passe l'année prochaine.